J'ai des invités spéciaux, très spéciaux ce soir dans cette émission qui sont bien connus de nos amis auditrices, auditeurs de RIG, de l'émission Johnny de A à Z. Frédéric Quilonero, qui nous présente son livre, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie aux éditions Mareuil. Et j'ai également la joie d'accueillir pour la première fois dans cette émission, en direct live, Rouk Le Barge avec sa discographie française de Johnny Hallyday, originaux, rééditions et variantes. Et ce sont les éditions Rouk Le Barge. Eh oui, Magnifique. RLB édition. Je vous ai conviés tous les deux. Il y a une raison pour que je vous convie tous les deux. C'est que donc Frédéric, son nouveau livre est là. Et puis le tien, donc Rouk, est là également. Et Frédéric a écrit la préface de ton livre. Oui, ben oui. Merci. Merci Fred. D'où est venue donc cette idée? Pourquoi? Sur une inspiration d'Éric. J'avais pas pensé à faire une préface, une introduction. Et puis il me dit, pourquoi tu ne demandes pas à faire? Ah, ben oui, tiens. Ouais. Et Frédéric a accepté de suite à le faire. Alors il a hésité longuement. Hein. Alors je connais pas beaucoup, donc c'est pour ça. Ça fait que 20 ans, non? Voilà, c'était avant l'éphéméride. J'étais sur un forum de musique. On discutait et t'avais ton projet, l'éphéméride, etc. Et oui, ça va faire 20 ans qu'on se connaît. De loin en plus. Ben oui. De loin, oui. Vous vous êtes jamais rencontrés en vis-à-vis, en face à face? Jamais. On a fait une fois à Nîmes, aux arènes, mais on s'est pas... oui. On a dû se croiser, oui, c'est vrai. On était dans le public, mais pas au même endroit, et on s'est dans la foule, on s'est pas trouvé. Rouk, tu vas nous parler un petit peu de ton livre. D'où est venue l'idée de faire cette discographie française, cette discographie presque complète, hein, c'est ce que tu vas dire? Parce qu'il manque toujours quelque chose, ou il y a toujours quelque chose à rajouter dessus? Oh oui. Il en manque. J'en rajoute régulièrement. J'ai quelques lecteurs qui m'envoient des messages. Tiens, j'ai cette variante-là qui est pas dans ton livre. Ou à tel endroit, là, il y a une erreur, il y a ci, il y a ça. Les erreurs, t'inquiète pas, il y a toujours... Oui. Non, je le dire. Voilà. Mais avec les retours que j'ai, il y en a peu, en fin de compte. Ouais. Donc, il va me signaler 1, 2 erreurs, quelques oublis, mais c'est vraiment très, très limité, quoi. Voilà. Et tu as créé donc une page Facebook également pour parler donc sur ton livre. Et en même temps, tu rajoutes les petits trucs que tu vas rajouter au fur et à mesure aussi. Les trouvailles. Ouais, alors on va voir après. Là, pour l'instant, je présente un petit peu les variantes. On verra ça, c'est pas. Donc l'idée de ce bouquin, je suis né avec Johnny. Hein, c'est toujours ce que je dis. Je suis pas né en même temps que Jean-Philippe Smet, mais je suis né en même temps que Johnny Hallyday quand il a commencé. Hein. Je suis né, voilà. Je suis un vieux. Je suis né en 58, 59. Johnny a pris ce nom. Donc pour ça que je dis, je suis né en même temps que lui. J'ai l'impression de l'avoir toujours écouté. Il a toujours été là, depuis tout ce temps, depuis 66 ans. J'ai acheté des disques, et puis ma discographie a augmenté, et puis je fais des brocantes, et puis tiens, ce disque-là, je l'ai déjà pris. Mais non, il y avait un truc bizarre sur le disque. Je regardais la pochette, et puis en rentrant à la maison, oui, effectivement, c'est pas le même. Donc au fur et à mesure des années, je notais les différences, le même disque, mais avec une différence. Le titre était écrit en petits caractères, en gros caractères. La photo était pas dans le bon sens. Il y a un titre qui était mis en avant. Oui, tout à fait, ouais. Moi, j'ai tout ça. J'avais un gros fichier sur l'ordinateur. L'informatique, ça fait longtemps que j'en fais. Puis là, depuis quelques années, ce fichier, je l'avais sur mon téléphone. Sur les brocantes, dans les conventions de disques, je sortais mon téléphone pour savoir si le disque que j'avais trouvé dans la caisse, si je l'avais ou pas. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'est chouette ce truc-là. Où est-ce que vous l'avez eu? Ah non, mais ça, c'est un truc, c'est personnel, etc. Et puis l'idée à côté, il m'a fait, bon, ça pourrait peut-être intéresser du monde d'avoir ça. Bien sûr. Donc j'ai recherché j'ai mis tout ça un petit peu en page pour moi d'abord, et puis je cherchais des éditeurs que ça pourrait intéresser. Mais ça n'intéresse personne parce que c'est un livre qui s'adresse à un public bien particulier, les fans, mais les fans collectionneurs. À la limite, même collectionneurs jusqu'au boutiste un petit peu, là, ceux qui sont un peu tarés, un peu barges comme moi. Il faut se dire que des registres comme ceux-ci, il y en a plein qui existent déjà. Il y a des discographies qui existent. Il y a des livres de Le Sueur, par exemple, pour ne pas le citer, un mec qui présente le disque.
mais il n'y a nulle part une discographie qui présente les éditions originales, les rééditions et les variantes. Un album qui est sorti à l'origine en vinyle, il a été réédité quelques mois plus tard, quelques années plus tard, etc. Puis après, c'est sorti en CD, etc. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc, les éditeurs, ça les intéressait pas parce que c'est vraiment un public limité. L'auto-édition, c'est possible aussi, mais ça demande un investissement financier qui peut être assez conséquent. Et puis après, tu te retrouves avec le stock de livres chez toi que tu dois toi-même placer dans des librairies, expédier, etc. C'est sur Internet. La solution, c'était Amazon. C'est Amazon qui s'occupe de tout, d'imprimer et d'expédier le livre à l'allemande. Toi aussi, Frédéric, tu avais fait appel pour ton précédent livre aussi à te l'auto-produire, justement, ton dernier roman. Oui, sur une plateforme d'auto-édition, oui, BOD, qu'on demande. Là, ils s'occupaient de tout. La différence, je crois, par rapport à Amazon, c'est que Amazon, c'est gratuit, hein, il me semble. On paye rien. Oui. Sur BOD, on paye un imprimeur, en fait. Bon, c'est pas excessif non plus. Moi, je me suis inscrit en tant qu'éditeur. Donc, du coup, je me suis retrouvé effectivement à payer des sommes qu'un auteur ne paye pas. Mais ouais, j'ai fait 3 livres comme ça. 3 livres comme ça pour me faire plaisir. Après, le problème, c'est qu'il faut trouver un réseau. Pour Rook, c'était tout trouvé puisque c'était un livre sur Johnny, donc et il s'adressait aux collectionneurs, donc il est allé direct faire sa promo chez les fans de Johnny, donc ça a été plus rapide, quoi, on va dire. Ça a été immédiat, c'est-à-dire les fans de Johnny intéressés l'ont commandé, etc. Moi, c'est des romans, donc c'est des trucs plus perso. Ça a été le bouquin sur Piaf aussi. C'est vrai que ce soit Rook ou moi, depuis qu'on est fan de Johnny, on a dit tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, donc on a eu le temps quand même de se faire un réseau assez important au niveau des fans de Johnny. On va dire en gros, quand toi tu fais ta propre édition, donc la libre édition, dernièrement donc tu as édité la Chemin d'enfance, ça fonctionne toutefois? Tu arrives quand même à te faire plaisir, du moins? Tu as de bons retours également? De bons retours de lecteurs, effectivement, des gens qui l'ont lu, tout ça, et qui l'ont aimé, mais de retour financier, non. Je gagne pas d'argent. Et c'est vraiment pour se faire plaisir, quoi. Voilà. Pour gagner de l'argent, il faudrait quand même en vendre, je sais pas, il faudrait commencer à en vendre à peu près 300. Donc, c'est compliqué, hein, de 300, ça paraît rien, mais c'est difficile à atteindre, même avec un gros réseau. Rook, hein, c'est quelque chose maintenant. Donc, oui, non. Mais les 300, j'y suis pas encore. Hein. Voilà. Espérons que cette émission relance tout ça, justement. L'idéal, il faudrait qu'il en vende au moins 500, quoi. 500, c'est raisonnable, quoi. C'est peut-être un bon chiffre en auto-édition. Je pense que ça peut être atteint parce que il y a beaucoup de fans de Johnny, peut-être qui sont pas encore au courant. Donc il faut pas faire passer la com. C'est pour ça que cette émission a pour but, non seulement parce qu'au début vous avez été sollicités tous les deux, vous avez été sollicités pour la sortie de vos livres, et puis donc après on fait une petite piqûre de rappel. Ça sert à rien de faire 3-4 émissions à la suite. Il est bon de faire un rappel un peu dans le temps également de ce que vous avez pu produire. Oui, puis ça peut toucher un autre public. Moi, mes principaux contacts sont sur Facebook. Là, prochainement, le 8 juin, je vais faire une séance de dédicace dans la boutique de Cédric à Épernay, dans l'achat d'or de Johnny. Je vais certainement toucher des fans que je ne connais pas, enfin, qui ne me connaissent pas. Voilà. Il y en a qui viennent de loin. Est-ce que toi, Frédéric, tu fais une convention avec ton livre Sylvie Vartan dans une convention de Johnny Hallyday? Non, c'est pas prévu. On me l'a pas proposé non plus. Voilà. Mais bon, Sylvie Vartan, par contre, c'est chez un éditeur. Donc, c'est Mareuil Édition. C'est un bon éditeur. C'est quelqu'un, je pense, qui a eu une bonne communication avec les fans, là, pour le coup. J'ai une bonne attachée de presse aussi. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ouais, le livre, je crois, a atteint sa cible, c'est-à-dire de toucher un maximum de fans. Alors, chez Johnny, je sais pas. Chez Johnny, j'ai pas trop de retours. Je pense quand même qu'il y a quelques fans de Johnny qui l'ont acheté, même beaucoup, sans doute. J'ai des retours de fans de Sylvie, surtout, oui. Et le livre de Frédéric, là, sur Sylvie, il est disponible dans les librairies, en grande surface, etc. Le mien n'est disponible que sur Amazon. Oui, Sylvie, il y a eu un bon tirage et voilà. Une bonne visibilité partout. Hein. Je suis assez content de ça. Ouais. Sur Johnny,
si je devais refaire, c'est difficile hein, de refaire quelque chose sur Johnny parce que la plupart des éditeurs aujourd'hui ne veulent que de l'inédit et ne veulent que de l'intime. C'est-à-dire, il faut avoir bossé avec Johnny, être proche de Johnny, le connaître intimement, l'avoir fréquenté, ne serait-ce que pendant quelques années, mais l'avoir approché. C'est le people, c'est le people qui intéresse. C'est ça, et avoir un regard bien particulier, raconter sa carrière aujourd'hui par les musiques, etc., ça n'intéresse plus personne. Donc, si je devais refaire l'éphéméride, par exemple, ce que beaucoup de fans me réclament, il faudrait que je fasse comme Rook vient de faire. Le problème, c'est qu'il me le réclame, mais il faudrait qu'il suive après, Oui. parce que c'est du travail. Bon, sinon, Frédéric, ton livre, Les chemins de sa vie sur Sylvie Vartan, qu'est-ce qui diffère du dernier que tu avais fait en 2008 ? En 2008, c'était Sylvie jour après jour. Ce qui diffère, c'est qu'en 2008, c'était une éphéméride, hein, comme celui que j'avais fait sur Johnny, et qu'on me réclamait depuis longtemps une biographie. Et là encore, j'avais des difficultés à trouver un éditeur qui soit intéressé. Il a fallu que Sylvie décide d'arrêter, de faire ses adieux et pour à nouveau intéresser, que des éditeurs soient intéressés, qu'un éditeur soit intéressé. Voilà. Donc j'ai saisi l'opportunité. J'ai dit c'est maintenant ou jamais, surtout. C'était l'argument massu, c'est maintenant ou jamais, quoi. Elle arrête. Elle va avoir 80 ans. C'était l'âge butoir, j'imagine, pour elle, pour arrêter. Et donc, j'ai Louis de Mareuil, à qui d'abord, j'en avais parlé, je crois, à mon premier éditeur, qui n'était toujours pas très, très chaud. J'en ai parlé à Louis de Mareuil, qui lui, était assez enthousiaste. Et j'ai été très content de travailler avec lui parce que ça s'est fait dans une espèce d'urgence comme ça, mais j'ai été très encouragé par lui. C'est vraiment quelqu'un qui est très à l'écoute et très protecteur comme ça et encourageant pour que le texte s'écrive dans de bonnes conditions. Voilà. Et j'ai écrit la chose peut-être la plus complète qui soit sur Sylvie, c'est-à-dire que bon, l'éphéméride que j'avais fait en 2008 m'a aidé, évidemment. J'avais les bases, hein, j'avais tout. Bien sûr, c'est du travail de longue haleine, on va dire. Oui, c'est ça. Mais là, il fallait qu'il y avait un lien conducteur qui était les lieux de la vie donc de Sylvie Vartan. Ça s'y prêtait bien parce qu'on pouvait partir de la Bulgarie jusqu'à la France, après les États-Unis, en passant par le Japon, l'Amérique du Sud, l'Italie, tous les pays qu'elle a pu sillonner seule ou avec Johnny. Rook, tu peux participer également à poser des questions à Frédéric, si tu le souhaites. À moins que le sujet Sylvie Vartan ne t'intéresse pas. J'ai suivi Sylvie dans ses débuts, la période de Johnny. Enfin. Mais Sylvie et Johnny, sur les concerts de Johnny, j'ai trouvé souvent que ça a été catastrophique. Le seul duo, participation de Sylvie au concert de Johnny qui m'a touché et qui a touché énormément de monde, c'est au Parc des Princes en 93. Ouais. Là, quand Sylvie est apparue, j'en avais des frissons, mais tout le Parc des Princes en avait des frissons. Il y avait une émotion incroyable. Un silence de cathédrale. Ah ouais. Non, mais c'était incroyable. On était tous heureux de voir Sylvie revenir. Elle était au sommet de sa beauté. Oui. Ah oui, elle était superbe et les duos étaient très bien. Et les voix s'accordaient parfaitement. C'était voilà. Dans ce de pont de Brooklyn, la décapotable qui arrivait comme ça, Sylvie assise dans cette magnifique robe rouge velours. Dior, oui, Gianfranco Ferré pour Dior, oui, qui avait fait ça. La descente par l'ascenseur translucide, enfin, la totale, quoi. Et la totale. De toute façon, le concert du Parc des Princes à 93 de Johnny, ces trois concerts, c'est les meilleurs concerts de Johnny. Enfin, tout était parfait. Cette liste, décors, les duos, les lumières, tout était parfait dans ce concert. Mais même si je crois quand
Elle devait chanter en plus a cappella, les tendres années. Et même Sylvie, elle a été vachement émotionnée. Touché. Puis elle a été cueillie par ce silence et elle a d'un seul coup un trac pas possible, quoi. Elle a toujours dit heureusement, je m'avançais vers Johnny tout en chantant et par son regard, son sourire, il m'a aidé parce que elle se sentait pas bien, quoi, vraiment. Ah oui, il y avait de l'émotion pour tout le monde. Même, c'est sûr que Johnny était touché par ça. Les autres duos auxquels j'ai assisté, voilà, Johnny, Sylvie, c'était plus délicat. En 73, c'était quand même une belle tournée. La tournée, c'était Sylvie Johnny. La tournée où il faisait Le Problème, Te tuer d'amour et Fever. Là, c'était vachement bien cette époque-là. C'était très bien. C'est l'après, quoi. Et moi, j'ai connu Sylvie là, surtout. Je l'avais entendu et vu à la radio, à la télé, un an ou deux avant. Moi, elle chantait Annabelle, Lou, ces chansons-là qu'avaient fait Tommy Brown et Mickey Jones. Et le premier texte de Mallory, Lou, c'était Mallory qui avait écrit le texte. Et sur scène, la première fois, c'était l'été 73. J'étais un gamin, moi, avec Johnny, ouais. Et c'était l'époque où il portait le costume en jeans tracé de Saint-Laurent. Oui. Exactement. Mais j'étais étonné en lisant ton livre que le nombre de tournées qu'a pu faire Sylvie Vartan, on va se dire en gros, est-ce qu'elle n'a pas fait autant de tournées que Johnny Hallyday? C'est incroyable. Je pense. Et puis elle a sillonné des pays que Johnny. À l'international, hein, beaucoup plus que Johnny, oui. International, le Japon, mais le nombre de fois qu'elle est allée au Japon également, à des festivals et tout ça, mais présider des... Au Japon, c'est une vraie star. Au Japon, Johnny Hallyday, on l'appelait le mari de Sylvie Vartan. Et en Italie, pareil, hein, là, c'était la Vartan. Et elle a eu toutes les années 60, la fin des années 60, entre je pense, 66 et 69, un petit peu après les années 70, le début des 70, elle participait à toutes les émissions de variété italiennes. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Oui, Sylvie Vartan a eu une carrière internationale que n'a pas eu Johnny. Même s'il a fait des concerts dans une quarantaine de pays, voilà, c'était anecdotique. Ouais. On est en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Mais... Est-ce que Johnny aurait pu être jaloux de Sylvie par rapport à sa carrière internationale, que lui n'a jamais eu en fin de compte? Oui, il l'a été. Jean Renard en a témoigné, a dit qu'il fallait absolument que Johnny soit numéro 1 et qu'en aucun cas il devait être dépassé par qui que ce soit, y compris par sa femme. Ah oui, non, il était. Oui, mais c'était ce qui les motivait tous les deux. C'est qu'il y avait cette effervescence, là, cette compétition entre guillemets. Ça les boostait tous les deux. Mais même pour Sylvie, c'était important quand elle a quitté Johnny et qu'elle s'est retrouvée ensuite avec Tony Scotti, avec tout le respect que je dois à Tony Scotti. Il y avait plus cette effervescence-là et elle s'est laissée un petit peu endormir dans une vie un peu bourgeoise et sa carrière a changé. Oui, tout à fait. La séparation après avec Johnny, oui, elle s'est calmée. Ça s'est arrêté, en gros, quand David a commencé, lui aussi, à voler de ses propres ailes, en quelque sorte. C'est ça. Et ensuite, il y a eu une période où elle est revenue à des choses un petit peu plus intimistes, à des choses un peu moins dansées, etc. C'est quand elle a fait son retour en Bulgarie. Et on a découvert une autre Sylvie, beaucoup plus profonde, beaucoup plus émouvante. Et donc, après, elle a orienté sa carrière comme ça, moins rock'n'roll. Et moins disco aussi, parce qu'il y a eu cette période des shows à l'américaine, au Palais des Congrès, puis au Palais des Sports, où il y avait des ballets dansés sur fait ces versions de Tears, Enough is Enough de Dresden et Donna Summer ou It's Raining Men, voilà, des choses comme ça. Elle a pas tellement enregistré de disco en studio, hein, comme l'a fait Sheila par exemple, mais sur scène, ça s'y prêtait, quoi. Elle a fait des spectacles très visuels bien avant Mylène Farmer, mais c'était l'intérêt de Sylvie sur scène, c'était ça aussi, c'est qu'on en prenait plein les yeux. Beaucoup de reprises aussi de Sylvie Vartan sur scène. Bon, dans les albums, on en retrouve évidemment, mais elle fait beaucoup de reprises sur scène, donc de standards anglo-saxons. C'est ça. Ouais. On va pas lui reprocher d'avoir fait des reprises. Johnny. Johnny, Elvis. Attends, Elvis, elle en a fait des tonnes aussi, des reprises aussi. Sur plus de 1000 chansons,
Bah, Johnny est l'auteur, compositeur, 150 titres à peu près, c'est quand même pas mal, hein. Pas loin de 15% de ce que Johnny a chanté, c'est lui qui l'a écrit. Il a écrit pour d'autres artistes aussi. Donc, on peut pas reprocher à Sylvie d'avoir fait des reprises. Et c'est l'époque qui voulait ça, hein. Les yéyés, c'était Oui. des reprises de standards américains, puis après, ça a été des reprises avec le Swinging London, des reprises de chansons anglo-saxonnes d'Angleterre, donc avec les Beatles, les Stones, et la soul après aussi, quand Johnny reprend Otis Redding ou des gens comme ça. Ça a duré jusqu'aux années 80 quand même. On prenait les chansons françaises ou américaines. En tout cas, c'était très émouvant, en tout cas, le spectacle qu'elle a pu faire, surtout le premier, où elle rend hommage à Johnny pendant 20 minutes, au moins à la fin du spectacle, où David au Grand Rex était venu reprendre avec elle 100%, justement. C'était normal qu'elle le fasse, et puis je pense qu'elle était Légitime. Très légitime. Ah oui, tout à fait, oui, oui. La plus légitime. C'était la plus légitime. Bien sûr. C'est 20 ans quasiment 20 ans, 18 ans de vie commune et au meilleur de leur gloire, de leur jeunesse, de leur beauté. Ils ont marqué les esprits pour toujours, tout à fait, oui. De plusieurs générations. Ceux qui l'ont pas connu, effectivement, ceux qui ont connu Johnny avec Laetitia, pour eux, c'est voilà, la vieille et d'autres noms d'oiseaux que j'ai pu entendre. Quand on a connu Sylvie jeune avec Johnny jeune, c'était le couple mythique. Ouais. Couple mythique, et avec toutes les émissions de Gilbert Carpentier aussi, ce qu'on voyait, c'était fabuleux. Et avant eux, le show Averti. Oui, le show de Johnny Sylvie Averti. Là, c'était magnifique. Déjà, pour l'époque, c'était très avant-gardiste. Hein. Il y a de superbes clips qui restent encore aujourd'hui, qui se regardent en noir et blanc, qui sont pas démodés du tout, dans les effets spéciaux, dans tout. Ils étaient beaux, là. Jeune, beau, tout ce qu'il fallait, quoi. De quoi faire rêver la jeunesse française. Le mariage à Loconville, je veux dire, dans ce petit village de je sais pas, 700 habitants ou même moins, ça les a marqués, ils n'ont pas oublié. De toute façon, Loconville est bien connu pour le mariage de Johnny et Sylvie. Oui, même si le manoir est vendu et que, voilà. Mais puis, c'est là où se trouve le tombeau des Vartan. C'est pas ses parents, hein. Même Eddie. Même Eddie Vartan aussi, oui. Ouais. J'ai appris des choses, moi, là-dessus. J'en ai apprises. Eddie Vartan aussi a été hyper important, mais évidemment dans la carrière de sa sœur, puisque c'est quand même... Pour Johnny aussi, oui. Elle est devenue chanteuse, mais pour Johnny. Tout à fait. Elle a apporté à Johnny Hallyday quand même des choses, non seulement Eddie Vartan, qui a été réalisateur de pas mal de ses disques et qui lui trouvait ses musiciens aussi, Mickey Jones, Tommy Brown, qui avaient été recrutés par Eddie Vartan pour sa sœur, sont devenus les musiciens peut-être les plus emblématiques de Johnny Hallyday, grâce à qui il a fait ses meilleures années musicales. Et ce album avec le bandeau qui est l'excellence. Johnny a connu Eddie Vartan avant de connaître Sylvie. C'est ça. Oui. C'est ça. Et on peut dire un peu que ces découvertes là aussi qu'a fait Sylvie, aussi bien avec que Eddie a faites pour sa sœur Sylvie, Mickey et Tommy Brown et Michel Mallory, qui ont travaillé avec Sylvie avant de travailler avec Johnny. C'est ça. Mallory est arrivé, a été découvert par... c'est Suzy Hallyday, en fait. Suzy Hallyday, c'est la deuxième femme de Lee, qui était éditrice. Et donc, Vartan voulait absolument un nouvel auteur pour traduire 2 chansons, Wolf, donc, et l'autre, c'était quoi? Je sais plus. Wolf, c'est devenu Lou. Et elle voulait quelqu'un de nouveau qui puisse traduire cette chanson. Apparemment, c'est un petit peu le même problème que Johnny avec Sauvez-moi. C'est-à-dire que personne n'a été capable de lui faire une traduction satisfaisante. Elle voulait vraiment quelque chose d'accrocheur et tout. Et c'est vrai que Lou, la chanson en français, Mallory lui a fait un texte assez, pas érotique, mais enfin, c'est la petite fille qui est le loup. Enfin bon, c'est une nouvelle version un peu haute du Petit Chaperon Rouge, quoi. La petite fille qui a pas peur du loup. Mais tiens, en parlant de loup et tout ça, parce que cette pochette-là, cette couverture de livre, on aurait pu penser que tu aurais choisi une autre couverture. Tu sais, moi je pense à la Sylvie Vartan, tu sais, quand on retourne dans le show de Olympia 1975 avec la robe déchirée, enfin tu sais, en lambeau, un peu lambeau, doré et compagnie. Et après, quand tu lis le livre, tu te dis qu'en fait de compte, c'est cette image-là qui la représente le mieux, en fait de compte. Je trouve que c'est une image intemporelle, je trouve qu'elle est belle là-dessus. Je savais aussi que la robe qu'elle porte,
c'était une de ses robes préférées et je voulais la montrer sous son meilleur jour et qu'elle soit contente aussi, que je choisisse pas une photo qui lui déplaise. Et les photos des années Palais des Congrès avec les robes déchirées par les pattes d'ours, là, on les a peut-être un petit peu trop vues. Aussi, oui, tout à fait, ouais. Là, c'est la Sylvie un peu intemporelle, romantique aussi, parce qu'elle est tout ça. C'est une photo du début des années 80, ça. Elle est vraiment au summum de sa beauté. Et toi, Harouk, alors, parle-nous un peu de cette photo de couverture de ton livre. Alors, cette photo. Au départ, moi, j'avais prévu une photo de Johnny, une photo personnelle que j'ai prise moi pendant les concerts, etc. Et puis en discutant avec Fred, et qu'il y avait un souci de droit à l'image. Je suis propriétaire de cette photo que j'ai prise à Montpellier 14 mai 2012. Mais mon concert, déjà, les appareils photos sont interdits, hein, c'est marqué sur l'étiquette. Je vous montre des photos pour éviter un souci de droit à l'image. C'est considéré comme des images volées. Et à partir du moment où c'est pas validé par l'artiste ou par les ayants droit. Les ayants droit, ouais. Et donc l'ennui, c'est jamais. Surtout quand on n'a pas d'éditeur et qu'on est seul à devoir gérer si jamais on nous attaque en justice et ça. Ah ben, j'ai pas l'avocat de mon éditeur qui pourrait s'occuper de ça. Donc j'ai rusé. J'ai utilisé cette photo et j'ai fait une mosaïque avec des pochettes de disques de Johnny. La photo de couverture, c'est des pochettes de 45 tours. Bah c'est ça, et ça reflète bien justement. Voilà. On parle de la discographie, donc on retrouve les disques on retrouve les disques qui sont dans ce bouquin. Ça répond à la thématique. Donc, dans le bouquin, on trouve des disques et c'est des disques de Johnny. Et il y a les deux sur la couverture, et Johnny et les pochettes de disques. Ouais. Non, t'as bien travaillé comme d'habitude, hein, avec tes petits montages, tu travailles bien. Hein. L'intégralité du bouquin, je m'en suis chargé. J'ai fait la couverture, toute la mise en page du bouquin, l'intégration des pochettes, etc. Enfin, je suis en train de bosser là sur une éventuelle future version du livre où je vais intégrer les labels, enfin maximum de labels. Enfin, c'est pas pour tout de suite, et puis je sais pas si je sortirai une réédition. Mais toute la mise en page, j'ai eu un boulot énorme pour faire tout ça. Pour la couverture, je me suis bien amusé aussi. Voilà, de A à Z, je me suis occupé de tout seul. En passant par un éditeur, il y a un graphiste qui s'est occupé de la couverture, de la mise en page, etc. Moi, mon Johnny, de A à Z, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, on parle encore de relation avec l'émission, voilà, de A à Z, tout de A à Z. Dis-moi, et dans ce livre-là, est-ce que tu as tout ce que tu as décrit? Non. T'en possèdes combien à peu près? Tout ce qui est dans le livre, je sais que ça existe. J'ai beaucoup, mais j'ai sûrement pas la plus grosse collection. Enfin, j'ai la plus grosse collection du village. Hein. J'ai beaucoup de variantes. C'est pour ça que bon, au fur et à mesure des années, j'ai noté les variantes, etc. Mais j'ai eu connaissance d'autres variantes que je ne possède pas, même certains disques que je ne possède pas. Des promos, j'en ai, mais je les ai pas tous. Ce qui est dans mon livre, ça existe. Je suis certain que ça existe. Est-ce qu'il y a une pièce particulière que tu cherches encore par exemple dans ce livre-là, ou parce qu'on parle discographie française, mais est-ce qu'il y a une pièce qui t'intéresse particulièrement, ou peut-être 2-3 pièces que tu recherches activement encore? Non, mais il y en a des dizaines que je cherche, mais la principale qualité d'un collectionneur, c'est la patience. Parce que je ne souhaite pas mettre une fortune dans des disques. Une belle pièce que j'ai trouvée il y a pas longtemps, c'est le 45 tours Big Chef. Une pochette où on a Johnny qui est en photo, il y a un disque vinyle qui est à l'intérieur où Johnny ne chante pas. Ce disque était offert quand on achetait un jean, le jean Johnny Hallyday de la marque Big Chef. Ce disque, tu le vois parfois en vente, un complet, il y a une petite cordelette qui permettait de l'accrocher au jean, etc. 62, ça, Big Chef. 64. Voilà. Donc, ce disque, il y a longtemps que je le cherche, en bon état, etc. Et bon, il y a peu de temps, il y a 2 mois, je crois, chose comme ça, en fouillant sur une brocante, je trouve des 45 tours, mais des 45 tours qui étaient pourris, différents artistes. Il y a même pas de Sylvie Vartan. Et je tombe sur ce disque-là.
Et je demande au vendeur, vous faites combien les disques? Alors, c'était 2 euros. Ben, et les petits, 45 tours, ben, 1 euro. Donc, j'ai mis le disque dans ma sacoche, j'ai donné 1 euro au gars et j'étais le plus heureux du monde. Un disque pas facile à trouver, je l'ai payé 1 euro. Il faut beaucoup de patience. Il y a des pièces que je n'ai pas. Je vois passer parfois sur eBay, sur le Bon Coin ou autre, mais trop cher, trop cher. Je ne peux pas mettre une fortune dans ma collection pour Johnny. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées sur des brocantes. Parfois, le disque est en très bel état. Un peu plus tard, ben, j'en retrouve un autre qui est en meilleur état. Et puis quand j'entre à la maison, ah ben non, C'est pas le même. C'est une variante. voilà. Donc je garde celui qui est pas terrible, mais celui qui est en meilleur état, je garde les deux. Et si c'est un que je possédais déjà, je garde le plus beau. Voilà. Des pièces, j'en cherche toujours, hein, il m'en manque. Voilà. Beaucoup Pour le d'amour. One 545 tours français, Johnny. Mais bon, il m'en manque encore, je sais pas, 300, 400 peut-être. Ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Johnny, enfin, il y a toujours à trouver. Et puis, Il faut, personne ne connaît tout. il faut beaucoup Ça, dans mon d'amour, livre, je précise bien que, un peu de patience, chante Sylvie. ouais, ouais. Mais, bah, de la patience et de la passion. Beaucoup d'amour, un peu de patience. Chaque week-end, je vais sur les brocantes. Je pars de bonne heure. Je fais 1, 2, 3 brocantes. Puis en général, à 9 heures du matin, je suis rentré à la maison. J'ai fait le tour. Je vais sur les conventions de disques aussi, parfois, ou des salons de collectionneurs, multi-collections. Et on arrive à trouver des choses aussi. Enfin, j'ai trouvé un Sonorama numéro 20 en très bel état, pareil, pour 1 euro. Et des fois, tu tombes sur des pièces que tu ne soupçonnais pas, ou du moins que tu ne pensais plus, et puis tu tombes dessus, Ouais. tu dis, oh! Et l'avantage de ton livre, justement, c'est de pouvoir de suite checker, savoir si tu as cette pièce ou quoi, et voilà, vérifier. Avec ce livre, tu peux noter devant chaque disque, chaque variante, si tu le possèdes ou pas. Et puis, j'ai fait ce livre pour faire profiter d'autres des fichiers que j'avais. Le format, j'ai choisi un petit format pour qu'il soit transportable facilement. Donc, celui qui va sur des conventions de disques ou sur les brocantes, il peut emmener ce bouquin dans son sac, il n'y a pas de souci. Et puis, je l'ai fait à un prix raisonnable. Enfin, il a moins de 40 euros pour 555 pages. Le bouquin, je l'ai fait pour que ça profite aux fans. Il n'y a pas de petits fans, il n'y a pas de grands fans, pas de petits collectionneurs ni grands collectionneurs. Chacun fait selon ses envies, ses moyens, sa passion. Il y en a qui collectionnent pas, Ah oui, oui, oui. qui sont fans, mais qui collectionnent pas. Moi, j'en fais partie. J'ai jamais cherché. Non, l'important pour moi, ça a toujours été d'avoir toutes les chansons. Par contre, Oui. les pressages, je m'en fous, hein, un peu. Après, je Ouais. sais pas où les mettre, quoi. Au bout d'un moment, et puis quand tu avances dans l'âge, tu te dis à qui je vais laisser ça, quoi. Si on revient après à ton bouquin, Frédéric, enfin pour moi, ça c'est l'impression. On a l'impression que Sylvie Vartan se révèle réellement en 1968. C'est ça. Elle se révèle avant, quand même. Hein. C'est son premier Olympia en 68, il me semble, non? Son premier Olympia en vedette. Avant, elle a toujours fait la première partie de quelqu'un, et notamment de Johnny en 67. En 67, déjà, on avait une petite idée de ce vers quoi elle allait en première partie de Johnny. Mais elle était qu'en première partie, elle faisait 7 ou 8 titres. Quoi. Mais déjà, on sentait qu'elle avait... déjà, il y avait des chansons de la Tamla Motown, il y avait son goût pour la danse, etc. Mais 68, en fait, elle commence à faire des chansons un petit peu comédie musicale. C'est Jean-Jacques Debout qui lui fait Comme un garçon en 67, On a tout besoin d'un homme. Enfin, ces chansons-là qui sont dans l'esprit comédie musicale. Elle adapte aussi, elle fait adapter des chansons de la Tamla Motown, donc Donne-moi ton amour, quoi d'autre, Moi je danse, etc. Et surtout, Jean Renard arrive. Et Jean Renard lui amène déjà, involontairement d'ailleurs, parce qu'il a écrit Par amour, par pitié, il voulait la donner à Johnny Hallyday. Sauf que Johnny n'était pas là. C'était une période où Johnny Sylvie était en bis-bis, quoi. Voilà, comme c'est arrivé plusieurs fois. Donc, Sylvie voulait divorcer. Enfin bref, c'était le fameux retour de Londres en 66, avant Noir c'est Noir, où Johnny tente de se suicider. Donc, elle rencontre Jean Renard à cette période-là et il amène Par amour, par pitié. C'était une chanson qui existait déjà,
Jean Renard l'a chanté lui parce il chantait dans un orchestre de bal, Jean Renard, et il chantait cette chanson-là, mais de façon complètement confidentielle pour des gens qui venaient danser au bal. Et il voulait vraiment la destiner à Johnny parce qu'il trouvait qu'il y avait la charge émotionnelle et le crescendo comme ça qui pouvait aller très bien à Johnny. Et c'est curieux d'ailleurs qu'il ne l'ait jamais chanté, Johnny, même pas en duo avec Sylvie, parce que je pense qu'il aurait porté la chanson très haut. David l'a fait, mais c'est pas Johnny. Jean Renard porte par amour, par pitié. Sylvie la pique à Johnny, pour ainsi dire, puisqu'il vient la faire écouter à Johnny, qui devait logiquement venir chercher Sylvie au studio, vu comme ils étaient fâchés. Sylvie est seule, donc Sylvie lui demande de faire écouter la chanson. Et quand elle entend la chanson, elle comprend tout de suite quand même l'impact que peut avoir ce titre, et elle dit c'est pas pour Johnny, c'est pour moi. Et Jean Renard a dit non, moi je veux la donner à Johnny Hallyday, il n'est pas question que je la donne à quelqu'un d'autre. Ça, réfléchissez bien, papa, faut revoir. Le lendemain, elle le rappelle parce que Sylvie, elle perd pas le nord. Elle dit à Jean Renard, voilà, je pense que vous n'avez pas tout à fait compris ce que je vous proposais hier. Vous savez que je vends à peu près entre 200 et 300 000 disques 45 tours à chaque fois, déjà. Et ensuite, si vous me donnez la chanson, je vous engage comme directeur artistique. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me conseille, qui vienne en studio. Mon frère n'est pas toujours là, enfin bref. Et je veux quelqu'un qui ait en plus un regard vraiment extérieur, qui ne soit pas de la famille, quoi. Et un professionnel qui dise là tu chantes bien, là tu chantes mal, là l'accent est bon, là l'accent n'est pas bon, il faut refaire. Voilà. Qu'on n'y passe pas 3 heures et que ce soit cadré. Et donc Jean Renard, là quand même, il s'est dit il y a peut-être quelque chose peut-être la porte s'ouvre de ce côté-là, il faut peut-être pas la fermer. Et donc il a été directeur artistique de Sylvie Vartan à partir de 66-67 jusqu'à 74. Donc, et les grandes années aussi quand même de Sylvie où elle a effectivement pris son élan sur scène en 68. C'est sa première à l'Olympia et Jean Renard dit voilà, il va falloir, ok, tu danses, tu fais la comédie musicale, super, mais il te faut une chanson emblématique, un petit peu comme Brel a eu Amsterdam à l'Olympia, une chanson comme ça qui t'appartienne à toi et qui booste ta carrière et qui en même temps soit le must, le truc de ton Olympia, quoi. Elle a pris son élan parce que Renard tenait les rênes. Alors, tu sais quel titre c'est? De quel titre on parle, là? Non, j'ai pas fait attention. J'avais ma connerie en tête. C'est la Maritza. La Maritza, oui. Ah oui. Et donc, c'est la Maritza qui est la chanson de cet Olympia 68. Et donc, elle a toujours su, après, jongler entre... La Maritza, quand elle la chantait dans son pays d'origine, il y a énormément d'émotions de Sylvie et du public. Mais c'est une chanson que personne d'autre peut chanter, qui lui appartient. Oui. Sa vie, c'est son histoire. Quand Jean Renard file la musique à Pierre Delanoë, il lui dit voilà, tu écris pour Sylvie Vartan quelque chose qui lui appartienne, qui lui ressemble. Ouais. Et donc Delanoë est allé voir un petit peu l'histoire de Sylvie. Il a vu qu'en Bulgarie, il y avait un fleuve qui s'appelait parce que avec les autres noms de fleuves, ça ne collait pas, mais Maritza, il a vu qu'il y avait un fleuve qui s'appelait Maritza, le nom lui a plu, il trouvait ça musical, il trouvait ça joli, et il a fait une chanson qui raconte sa vie. C'est une chanson qu'il n'a jamais quittée, quoi. Et a toujours eu des chansons visuelles, de danse, etc., chez Sylvie dans ses spectacles, et des chansons intemporelles. Voilà. Exactement. Par amour, par pitié, la Maritza. On peut dire que Par amour, par pitié, c'est un titre qu'il a suivi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle a toujours repris, pratiquement tout le temps repris cette chanson aussi dans ses concerts. Il y a 3 chansons qui l'ont jamais quittée, c'est Par amour, par pitié, la Maritza et Mon père. Ça, c'est Maloris, pareil, quand à un moment donné, elle lui a dit voilà, il faut que tu m'écrives une chanson
après la mort de son père, elle voulait une chanson en hommage à son père. Il a écrit Mon père. C'est une chanson touchante, quoi. Là aussi, quand elle la chante à Sofia, pour son retour en Bulgarie, c'est assez émouvant. Elle a plein de chansons comme ça qui sont très. Et puis après, des chansons qui racontent sa vie, hein, avec Johnny. C'est fatal, c'est fatal, on s'est tant aimé. Il y en a un paquet quand même. Hein, Mais déjà à l'époque, ils se répondaient beaucoup en chansons aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Johnny, beaucoup de chansons qui racontaient sa vie également. Que je t'aime, elle chantait Aime-moi. Non, je ne suis plus la même. C'était pour régler les comptes aussi au moment où ils allaient se séparer après Nanette Workman. Il y a eu plein de chansons comme ça. Je t'ai aimé quand elle le quitte. Enfin bon, Ouais. c'est pas facile de vivre sans toi. Enfin, il y a eu toute une série de chansons sur Vartan au moment du divorce quand même. Hein. Ouais, 2 minutes 35 du bonheur. Les deux albums Deux étrangers, c'est pas facile. C'est quand même des albums bien chargés. Ah oui, à partir de maintenant également aussi. Oui, ça a duré sur 3 albums. Ouais. Ah oui, avec Johnny, c'était pas seulement 2 minutes 35 de bonheur. Non, non, non. Ça a été un peu plus. Et de 35 de bonheur, c'est une chanson qu'elle devait faire avec Johnny Hallyday. Voilà. Et puis, bon, là, c'est enregistré. Johnny n'était pas dispo. Il y avait Carlos qui était toujours là, puisque c'était le secrétaire que lui avait trouvé Johnny d'ailleurs. C'était un pote de Johnny au départ, Carlos. Il l'a connu à Jean Lépin en 60. Oui, c'est vrai. Ouais. Il était homme à tout faire, Carlos. C'était l'amuseur public. Il touchait à tout et en même temps, c'est un fan de jazz et il fréquentait tous les lieux de Ouais. Saint-Germain et tout ça. Et il a bien connu aussi Eddie Vartan. Donc, quand Sylvie a fait une tournée avec Claude François en 63, ça sentait pas bon, quoi. Le Claude François qui était jaloux de tout, qui collait ses affiches par-dessus celles de Sylvie, qui avait imposé sa sono et qui avait emporté la sono au Canet et qui avait laissé Sylvie avec des machins ou des trucs où on appelle les vachettes, enfin un truc pas conçu pour un spectacle de musical, quoi. Et qu'elle est obligée de partir en catastrophe, elle s'est fait siffler, ça fait scandale. Enfin bon, il n'a pas été particulièrement cool, le coup. Mais donc, quand il y a eu cette tournée-là, par jalousie, en plus, Johnny, parce qu'il supportait pas de savoir Sylvie partie avec ce type qui aimait bien quand même les petites blondes et tout ça. Donc, il avait envoyé Carlos. Et l'histoire avec Sylvie a commencé là. Ils ont fait le tour du monde ensemble. Ils sont partis au Japon, partout. Et donc, quand il s'est agi d'enregistrer 2 minutes 35 de bonheur, que Jean Renard avait fait, voilà. Et Carlos étant présent, elle l'a fait avec Carlos, ça allait plus vite et ça a lancé la carrière de chanteur de Carlos. Exactement. Puis justement, comme tu disais quand tu dans le livre, ce sont leurs origines slaves qui a rapproché également Sylvie et Carlos. Oui, parce que et puis Carlos était après, du coup, était ami avec de la famille et effectivement. Mais les Slaves, c'est vrai, se reconnaissent et se retrouvent entre eux, quoi. C'est une espèce de diaspora comme ça. Ce qu'il faut dire en plus à propos de Sylvie et Johnny, quand Johnny rencontre Sylvie, il rencontre aussi une famille, les Vartan, dont il y a Eddie, on en a parlé d'Eddie, mais les parents de Sylvie qui accueillent Johnny, et surtout la mère qui est assez expansive, la mère de Sylvie, que David a surnommé Néné. Elle l'adorait, elle avait une admiration et un amour pour Johnny incroyable. Et elle a sauvé le couple du divorce plus d'une fois. Parce que Sylvie, avec son caractère un peu parfois impulsif, elle aurait elle a eu 1000 raisons de le quitter, Johnny. Donc, elle est restée. Elle est restée jusqu'au dernier moment. En fait, le dernier moment, c'était un pari entre eux, quoi. C'était, je sais plus, une provocation que Johnny lui avait faite. Voilà, mais en même temps, je crois que Sylvie avait atteint un âge où on a envie de se poser, quoi, et d'avoir une vraie vie familiale,
un peu bourgeoise, puisque c'est ce qu'elle recherchait, et Johnny pas du tout. Johnny n'a jamais. Ouais. C'est venu plus tard pour Johnny. Oui, c'est venu plus tard. Je ne sais même pas si c'est venu. Je crois que en fait, Johnny a vieilli. Ouais. Il a vieilli. Oui, Et à un moment donné, ben, il y a des choses qu'on peut plus faire et je pense pas que oui, foncièrement, oui, non, non, il s'est jamais posé. euh, mais Ouais. voilà, mais cette histoire de phobie, de l'abandon, du manque de famille, tout ça, avec Sylvie Vartan, quand même, Laetitia est plus gentille, mais avant elle, il y en a eu d'autres. Il lui a apporté ça, bien sûr, hein. Il y a toute une famille, elle a porté toute une famille avec elle. Son frère, déjà, aussi. Enfin, il y a vraiment une stabilité, on va dire. Il lui offrait toute une stabilité que Johnny, C'est ça. retrouvait quand il le voulait, quoi. Oui, sauf qu'il était jeune, très jeune à l'époque, et il avait pas encore et puis là, il a jamais eu, je pense, la volonté de s'installer vraiment. C'était un rocker, c'était quelqu'un qui était assez un rebelle, et c'est surtout quelqu'un qui ne vivait, qui n'existait que sur scène, par la scène. En dehors de la scène, il était, j'allais dire, il était rien, mais c'est pas qu'il était rien, mais il n'était pas dans son élément. C'est comme on sort un poisson de l'eau, quoi. Son élément, c'était la scène. Et il est même jusqu'au bout, à la fin. Ouais, mais, je l'ai vu enfin, dans les dernières années. Elle était sur une émission, l'enregistrement d'une émission télé. Euh, on était allé à l'extérieur et on a vu arriver Johnny. Mais on a vu arriver un vieux avec le dos courbé. Il était pâle, le dos courbé, etc. Des difficultés. Il y avait 4-5 marches à monter. Il avait un peu de mal, etc. Euh, et après, bon, enfin, ils nous ont fait rentrer. Et pour l'émission, quand je l'ai arrivé pour l'émission, euh, c'était Johnny Hallyday. On avait arrivé Jean-Philippe Smet, un vieux, et sur le plateau pour chanter, etc. C'était Johnny Hallyday. Ça n'a plus rien à voir. Plutôt, enfin, t'écoutes des musiciens, etc. Qui le disent, mais en coulisses, voilà, il était usé. Dès qu'il franchissait le cap d'être sur scène, c'était plus du tout la même chose, quoi. C'est vrai que sa vie, c'était sur scène. Et, C'était la chose qu'il fallait comprendre, quoi, quand on était, ouais, quand on voulait vivre avec Johnny Hallyday. Sylvie, elle l'a compris, et quand elle a eu envie de stabilité, d'une vie familiale, d'une vie affective équilibrée, ou bourgeoise en tout cas, elle s'est barrée. Elle a ouais, quitté Johnny. Laetitia l'a très bien compris aussi. Quand elle décide à un moment donné, Laetitia, de se montrer dans le public tout le temps, de le suivre en tournée, de venir au spectacle, etc., et de faire copain-copain avec certains de ses fans, c'est qu'elle avait compris ça aussi, que Johnny, c'était ouais, un personnage public. Voilà. Et ouais. elle avait épousé ce mec-là. Donc, si elle voulait le garder jusqu'au bout, ben, il fallait jouer le jeu. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu mettre sur le livre et que tu t'es défendu de mettre, de diffuser? Disons que j'ai écrit une biographie hommage à Sylvie Vartan. Donc, je me voyais mal être incisif ou subversif ou cynique. C'est difficile pour une chanteuse de vieillir, beaucoup plus que pour un chanteur. C'est beaucoup plus difficile de toute façon pour une femme de vieillir que pour un homme, parce que dans la société, le physique et l'apparence ont beaucoup d'importance, et on accepte plus facilement qu'un homme vieillisse. On trouve qu'il a de la maturité tout à coup, ou un charme, machin. Une femme, quand elle vieillit, elle devient, tu vois, tout à coup, c'est des termes péjoratifs, quoi. Donc c'est difficile quand on a toujours été exposé, en plus, quand on a mené une carrière où le physique avait beaucoup d'importance. Je sais si Sylvie a été belle et si on a beaucoup parlé de sa plastique, de sa beauté physique, de ses jambes, hein, qu'elle montrait en plus dans les spectacles avec ses fameuses robes déchirées, tout ça. Donc, c'est compliqué de choisir le bon moment pour s'arrêter, et surtout, on n'en a pas envie. Surtout, on n'en a pas envie. Parce qu'il y a longtemps qu'elle aurait pu arrêter, c'est pas pour l'argent. On sait très bien qu'elle est à l'abri du besoin et qu'elle
Elle pouvait s'arrêter depuis très longtemps. Johnny, non. Johnny, Non, non, lui, c'était pas le cas, hein. Il était obligé de continuer. c'est ça, parce qu'il dépensait beaucoup. Ouais. Elle était plus cigale plus fourmi que cigale, Sylvie. Donc, je cherche pas à câbler qui que ce soit, surtout pas elle. Mais c'est tellement difficile et tellement. Là, je crois que c'est l'âge. C'est dit 80 ans, oula. 80 ans, c'est déjà. Il faut se les prendre. Donc, elle s'est dit, voilà, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, je peux pas continuer jusqu'à 100 ans. Et puis t'es tout en bienveillance parce que Sylvie Vartan, toi tu l'aimes Sylvie Vartan. Elle était la femme de Johnny Hallyday. Pour moi, elle le restera. Elle a toujours été pour moi la femme de Johnny Hallyday parce que c'est ce Johnny Hallyday-là que j'ai aimé. Aujourd'hui, je peux dire, et que je préfère. Quand je réécoute Johnny, le plus souvent, c'est ces années-là que j'écoute. Nostalgie, on va dire, c'est la nostalgie qui fait parler aussi. C'est tout ça. Oui, mais je pense aussi que c'est une question de qualité musicale. C'est moi les plus belles années de Johnny entre 66 et 74. C'est l'époque Mickey Jones, Tommy Brown. Ouais. Tout ça. C'est à la fois la soul et tout ça des années 67, 68. C'est l'album 69, Rivière ouvre ton lit. Et c'est aussi Rock à Memphis, La Terre Promise, tous ces albums magnifiques. Et allez, je vais dire jusqu'en 76, parce que l'album Derrière l'amour aussi, qui est variété, mais il est tellement emblématique aussi que pour moi, c'est les meilleures années. Nostalgie, on va dire, c'est la nostalgie qui fait parler aussi. C'est tout ça. Oui, mais je pense aussi que c'est une question de qualité musicale. C'est moi les plus belles années de Johnny entre 66 et 74. C'est l'époque Mickey Jones, Tommy Brown. Ouais. Tout ça. C'est à la fois la soul et tout ça des années 67, 68. C'est l'album 69, Rivière ouvre ton lit. Et c'est aussi Rock à Memphis, La Terre Promise, tous ces albums magnifiques. Et allez, je vais dire jusqu'en 76, parce que l'album Derrière l'amour aussi, qui est variété, mais il est tellement emblématique aussi que pour moi, c'est les meilleures années. Mais d'accord. Puis il était jeune, il était beau. C'est important, la jeunesse, quand on fait du rock, quand on fait de la musique. Voilà, encore une fois, après, vieillir, c'est jamais simple pour personne. Il y a les artifices hein, dans un concert, c'est les lumières, c'est le décor, c'est tout ça. On crée une ambiance pour voir un grand show, alors que Johnny, on sait très bien, dans les années, voilà, comme tu dis, dans les années 90, ben, il bougeait beaucoup moins qu'il bougeait dans les années 60, 70 ou 80 encore. C'est ça. Puis, comme je te dis, comme tu dis, les lumières, le décor. Des trompe-l'œil. C'est des cache-misères. Ouais. C'est destiné à alimenter ce qui manque, ce qu'il n'y a plus. Et Johnny, à la fin, c'est vrai que déjà, avec ses problèmes de hanche et tout ça, en vieillissant, il avait du mal quand même à se mouvoir. Il misait vraiment, il foutait le paquet sur la sono, sur les musiciens. Il fallait que le son soit impeccable, que les lumières, les feux d'artifice et les machins. C'était tout un barnum, quoi. Il fallait qu'au bout d'un moment, qu'on ne se focalise plus sur le chanteur, mais sur le guitariste, sur la lumière, sur l'effet spécial qu'il y a. C'était sur les flammes et tout ça. Il fallait qu'on en prenne plein les yeux, plein les oreilles. Il est bien le livre de David, parce que je ne l'ai pas lu non plus. Hein. David Hallyday. Oui, c'est un livre. Ouais, je l'ai pas eu encore. Alors c'est tout le contraire d'un livre où ça va faire le buzz, quoi. David Hallyday, c'est quelqu'un qui a la dignité des Slaves, hein. Donc il rentre pas dans des trucs à scandale, un peu foireux. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est quand il parle de son père et quand il parle de sa mère. Après, malheureusement, la carrière de David Hallyday, à part quelques tubes comme ça, quand il parle de sa carrière, quand on sort de ce qu'il a fait pour son père ou quand on sort de sa mère, des histoires avec sa mère, etc., ça devient malheureusement moins intéressant. Mais c'est le problème des enfants, des fils d'eux, quoi. Ouais. C'est compliqué. Le livre est bien, il est plein d'amour pour ses parents et pour son père en particulier. Je pense que pour la mémoire de Johnny Hallyday, ça fait du bien quand même qu'il y ait quelques livres comme ça qui arrêtent de le démolir ou de l'assassiner. David, il parle de musique, hein, du travail qu'il a pu faire avec son père et de son père aussi comme chanteur, musicien, et musicien de son père, de tout ce qui l'a intéressé quand il était gamin, et de sa mère aussi, du coup. Donc, non, c'est quelqu'un de bien, je crois.
Oh, bah après, j'ai des contacts avec quelques-uns qui parlent de David aussi, qui est vraiment adorable. Et puis, c'est quelqu'un de très humble aussi également et accessible. Ouais. C'est un gentil. Ouais. Les gens qui ont connu que ça dans leur vie, c'est-à-dire qui ont grandi dans la musique, dans la chanson, avec des parents célèbres et qui ne sont malheureusement pas des gens partis de rien qui sont arrivés quelque part, des parvenus, entre guillemets. Beaucoup de parvenus sont insupportables. Quelqu'un qui a toujours grandi comme ça dans un milieu qui lui paraît naturel, j'ai l'expérience aussi de Thomas Dutronc qui avait accepté de faire la préface de mon livre sur son père. C'est des gens qui sont simples. On leur envoie un mail ou un texto, ils répondent. Johnny, avec moi, il a jamais eu le comportement qu'a pu avoir Françoise Hardy ou Thomas ou d'autres. Et je peux m'estimer heureux qu'il ait pu suffisamment s'intéresser à ce que je faisais pour pouvoir dire un jour à une productrice de TF1 que si c'était moi, tout allait bien par rapport à un documentaire qui avait été tourné. J'avais tourné d'abord un sujet sur les vieilles canailles. J'étais allé tourner ça à Paris, dans le 9e, dans un studio, et il m'avait gardé 3 heures. 3 heures de rush où j'allais récapituler quasiment toute la carrière de Johnny. Et ils en avaient utilisé même pas un quart, quoi. Et donc, ils ont fait Johnny Hallyday l'Invincible. La productrice m'appelle, me dit, voilà, Frédéric, on va pas vous faire revenir à Paris, on a 3 heures de rush, est-ce qu'on peut les utiliser? J'ai dit, moi je vois pas d'inconvénient. À partir du moment où Johnny est d'accord, puisque maintenant c'est un sujet qui le concerne tout seul, et elle m'a dit, mais c'est la première personne qu'on a contactée. Il avait vu donc le sujet sur les vieilles canailles. Et c'est là qu'il a dit à cette productrice de TF1, si c'est Kino Nero, il n'y a aucun problème. C'est un gars juste et bienveillant tout le temps. Chaque fois qu'il dit quelque chose, voilà, c'est juste et bienveillant. C'était les 2 mots qu'il avait dit. Alors, il n'a pas lu ce que j'ai écrit, hein, évidemment, parce que il a jamais lu les livres qui lui étaient consacrés, je pense, mais il y en a tellement. Mais les documentaires, les sujets visuels, il les regardait. Le soir de sa mort, TF1 a justement choisi de rediffuser ce documentaire-là, Ouais. pendant que Drucker lui rendait hommage sur la 2. Mais beaucoup de gens regardaient TF1. C'est pour moi, en tout cas, non pas parce que j'y suis, mais c'est un des meilleurs documentaires qui a été fait sur lui. Ça dure 1h30 en plus, même 1h50. Ils avaient fait appel aux bonnes personnes, hein. Même Amanda Sters, elle est à sa place, hein. Elle parle de ce qu'elle sait, de ce qu'elle connaît. Et puis, il y a Jean-Marie Perrier, Eddie Mitchell, il y a tous les autres, quoi. Moi, je suis le fil rouge, enfin l'invité fil rouge qui retrace la carrière de Johnny que je comprends très bien. Voilà. Après, il n'y a plus ça, quoi. Moi, j'ai été invité uniquement pour les obsèques, hein, et puis plus du tout, parce que je disais non à tout pour aller parler. Une fois, j'ai eu Laurence Ferrari au téléphone. Je suis Laurence Ferrari. Je dis oui, alors. Eh ben, elle me dit, vous voulez pas venir dans mon émission, Punchline, machin. Et je dis, mais pour parler de quoi? On va parler de Johnny, mais de quoi? De musique? Elle me dit, oh, non, on va parler de l'héritage, de machin. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Je suis ni avocat, ni un de ses intimes. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? J'ai rien à dire. Après, mon avis, pour ou contre Laetitia, pour ou contre Sylvie Vartan, c'est pas mon propos, quoi. J'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans et j'ai ça pour ça, je pense avoir bien fait. Mais quand il y a des sujets sur Johnny, ben, on fait appel à des petits jeunes. On est passé à un autre style de regard sur Johnny. Mais sur ton livre, t'en parles très peu, hein, sur la cérémonie, sur la mort de Johnny, hein, La mort de les funérailles de Johnny, la présence de Sylvie, tu en marques quelques lignes et c'est tout, hein. C'est ça. Tu es très sobre là-dessus, pas besoin d'épiloguer ou de parler un peu des deux clans. Pour 2 raisons. D'abord, moi, par éthique personnelle, et ensuite, par respect pour Sylvie, qui n'a jamais voulu en rajouter, et puis qui trouvait aussi cette cérémonie, et David en a touché 2 mots il y a pas longtemps aussi, déplacée. Voilà. L'important pour moi, c'était de développer un petit peu plus ce qu'a fait Sylvie ensuite sur scène pour le rendre hommage. Comme tu me disais, des fois, il y en a qui trouvaient ça indigeste de décrire autant les tenues qu'elle portait. Oui, les spectacles, les chansons,
En fait, les spectacles sont racontés comme si on les revivait tous. Il y a une journaliste à qui on a envoyé le livre, par exemple, qui a contacté mon attaché de presse pour lui dire « Ah ben moi je pensais que l'auteur avait choisi quelques lieux de la vie de Sylvie emblématiques et s'était contenté de ça. Je ne pensais pas qu'il aurait tout détaillé de façon du début jusqu'à la fin, qu'il y aurait autant d'éléments, autant de détails, autant de tout ça, quoi. » Et donc, elle, je pense qu'elle a dû trouver ça, elle n'a pas dit indigeste, mais ça voulait dire ça. Ça, je peux comprendre, hein. Mais moi, j'ai écrit un bouquin pour les fans, hein. C'était Les Adieux de Sylvie, donc il fallait faire le bouquin où il y ait tout, où les fans apprennent des choses. Quand je mets des extraits comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pour bien montrer quand même qu'il n'y a pas que du factuel, c'est écrit. Il y a un auteur derrière quand même. Donc, oui, probablement, c'est indigeste pour les détails. Et toi aussi, Rouk, c'est écrit. C'est écrit. Oui. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais c'est pas un livre à lire. Non, il y a beaucoup. Là, toi, par contre, il y a beaucoup d'images. À défaut de Frédéric, il y a beaucoup d'images. Voilà. Même dans les latros, c'est indigeste. Oui, je pense. Oui. Il y a un peu trop de disques, même s'il en manque. Moi, il y en a Il pas. en manque quelques-uns, mais j'en rajoute. Hein. Là, j'arrive à 566 pages. J'ai rajouté 11 pages pour l'instant. Un des intérêts du bouquin aussi pour les vendeurs de disques, les professionnels, on va pas tous les citer, il y en a quelques-uns là, on voit sur les conventions de disques qui ne vendent que du Johnny. Mon bouquin va relancer la vente des éditions ordinaires pour les variantes. La plupart des collectionneurs, les 45 tours ordinaires de Johnny, ils les ont déjà. Mais avec le livre, tiens, une variante, oui, je n'avais pas fait attention à ça, je vais rechercher. Voilà. Ça va relancer la vente des disques ordinaires, entre guillemets, quoi. Pour Frédéric, est-ce qu'il y a une question une question qu'on aimerait qu'on te pose sur ce livre, par exemple, et qu'on ne t'a jamais posé? Le seul regret, moi, que j'aurais toujours, hein, je l'ai avec Sylvie, comme je l'ai avec d'autres, c'est de ne pas l'avoir fait avec elle. Aussi, on parlait de reconnaissance en même temps et de voir un peu le travail que l'on fait sur ces personnes-là, sur ces idoles en quelque sorte, parce que leur montrer qu'ils ont bercé notre enfance, qu'ils ont fait partie de notre vie intégrante, et on a envie de leur montrer ça également. Oui, et puis qu'ils arrivent peut-être à concevoir les choses différemment et à imaginer aussi que peut-être quelquefois on fait les choses par passion et pas seulement pour gagner de l'argent. Un grand merci à vous deux pour vos 2 livres respectifs, Frédéric et Rouk. Frédéric Culinero, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, aux éditions Mareuil, la biographie hommage, on le précise ça, hein. Ouais. Et puis aussi nous avons Rouk avec, comment on va dire le titre, on dit exactement, la discographie française de Johnny Hallyday ou Johnny Hallyday discographie française? Johnny Hallyday discographie française et originaux, voilà. Édition et variante aux éditions Rouk le Barge. Donc, je vous remercie, messieurs, tous les deux, d'avoir participé à cette émission, d'avoir présenté vos livres, qu'on ait pu parler, qu'on ait pu échanger sur Sylvie et sur Johnny. Surtout, Rouk, parler sur Sylvie, c'est un peu difficile, mais il s'est prêté au jeu. Magnifique. Il a bien profité. Et puis voilà, un petit dernier mot. Merci, Eric. Mais avec plaisir. Et à bientôt. Mais à très vite, oui, bien sûr. À très vite. Ouais. Quand tu veux, on parle de Johnny. Ben voilà, on va trouver une occasion. Hein. Il y aura une occasion prochainement, sans souci. Ça ne finira jamais. Non. Il y aura toujours un truc. Et puis, on va voir ça. On va trouver une occasion. On va trouver un